Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter les déterminants de la mobilité sociale. Nous allons en identifier trois. Tout d'abord, le rôle de la structure socio-professionnelle, puis le rôle de l'école, et enfin le rôle de la famille. Le premier déterminant de la mobilité sociale que nous allons étudier réside dans l'évolution de la structure socio-professionnelle. L'évolution de la structure socio-professionnelle renvoie en fait aux modifications de la structure sociale, c'est-à-dire à l'évolution des parts des différentes catégories sociales dans la population. Comment évolue le nombre de cadres, le nombre d'employés, le nombre d'ouvriers, et ainsi de suite. La structure socio-professionnelle a une influence sur la mobilité sociale essentiellement à travers la mobilité structurelle. Rappelons en effet que la mobilité sociale peut s'expliquer de deux manières, soit par la fluidité sociale, soit par la mobilité structurelle. Or, dans la structure socio-professionnelle, ce qui importe, c'est l'évolution de la structure sociale, donc la mobilité structurelle. En effet, c'est bien l'évolution des structures des emplois au cours du temps qui encourage ou freine la mobilité sociale des individus. En France, la structure socio-professionnelle a eu un rôle important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur la mobilité sociale. En effet, une partie importante de la population française a profité d'une mobilité ascendante avec la multiplication du nombre d'emplois qualifiés, comme les cadres, les professions intellectuelles supérieures ou les professions intermédiaires, qui ont permis une mobilité ascendante de la population. Le deuxième déterminant de la mobilité sociale réside dans le rôle de l'école. L'école a une influence sur la mobilité sociale à travers sa capacité à créer de la fluidité sociale. C'est en fait le fameux rôle d'ascenseur social du système éducatif, c'est-à-dire sa capacité à rétablir une égalité des chances entre les élèves. Plus précisément, il s'agit d'aider les élèves de milieux défavorisés à aussi bien réussir à l'école que les élèves de milieux favorisés. L'école a joué ce rôle d'ascenseur social et donc de mobilité ascendante à travers la scolarisation de masse. Cette scolarisation de masse s'est faite en deux temps. Tout d'abord, après la Seconde Guerre mondiale, l'école a assuré une scolarisation de masse au niveau de l'enseignement secondaire. On peut citer l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans en 1959 ou le collège unique en 1975. Puis à partir des années 80, cette scolarisation de masse a concerné l'enseignement supérieur. En 1980, il y avait 1,2 million d'étudiants contre 2,4 millions d'étudiants en 2012. Ainsi, l'école a permis la mobilité ascendante d'élèves de milieux populaires qui ont pu faire davantage d'études, être plus diplômés et accéder ainsi à des emplois plus qualifiés. Néanmoins, ce rôle d'ascenseur social de l'école doit être nuancé. On peut apporter au moins deux arguments qui relativisent le rôle d'ascenseur social de l'école. Tout d'abord, un argument en termes de reproduction sociale, puis un argument en termes de paradoxe d'Anderson. Voyons tout d'abord l'argument de reproduction sociale. La reproduction sociale a été mise en évidence dans les années 60 par un sociologue français, Pierre Bourdieu. Il a fait le constat que les élèves issus de milieux favorisés avaient nettement plus de chances de réussir à l'école que les élèves de milieux populaires et ainsi d'accéder aux mêmes positions sociales que leurs parents. Il y avait donc une tendance lourde, soulignait-il, à la reproduction des positions sociales des individus de génération en génération. Il explique ce constat par le rôle d'un élément très important, le capital culturel. Le capital culturel concerne l'ensemble des connaissances et des goûts acquis lors du processus de socialisation. Bourdieu démontre alors que les élèves de milieux favorisés disposent d'un capital culturel plus élevé que les élèves de milieux défavorisés. Or, nous dit-il, plus le capital culturel du milieu social d'appartenance est élevé, plus les chances de réussite scolaire s'accroissent et donc les chances d'occuper une position sociale élevée importante. Pour Bourdieu, le capital culturel se divise en trois formes. Il y a tout d'abord une forme incorporée,
qui concerne donc l'habitus culturel. Il se construit par socialisation successive et comprend, par exemple, l'aisance sociale, la capacité à s'exprimer en public, et ainsi de suite. Il y a une deuxième forme de capital culturel, la forme objectivée. Cette fois-ci, ce sont les biens culturels, comme les livres, les tableaux, les disques. Pour s'approprier un bien culturel, il faut être porteur de l'habitus culturel, dit Bourdieu. Enfin, il y a une troisième forme de capital culturel, c'est la forme institutionnalisée, qui, elle, concerne les titres scolaires, donc les diplômes. Le deuxième argument réside dans le paradoxe d'Anderson. Ce paradoxe a été mis en évidence par un sociologue américain, Charles Arnold Anderson, en 1961. Il a constaté que l'obtention d'un diplôme plus élevé par un enfant par rapport à celui de ses parents ne lui assurait pas nécessairement pour autant une position sociale plus élevée. La cause à cela réside dans la dévalorisation des diplômes. Cette dévalorisation provient de la rencontre entre deux réalités, la scolarisation de masse et l'évolution de la structure socio-professionnelle. En fait, l'augmentation du nombre de diplômés due à la scolarisation de masse est plus fort que l'augmentation du nombre de postes qualifiés. Ceci entraîne alors une dévalorisation des diplômes. Ainsi, l'ascenseur social est loin de fonctionner aujourd'hui parfaitement. Le système scolaire français assure donc une faible fluidité sociale en raison notamment de la reproduction sociale et du paradoxe d'Anderson. Le troisième déterminant se trouve dans le rôle de la famille. La famille, que ce soit au sens nucléaire ou au sens élargi, joue en effet un rôle essentiel dans la mobilité sociale de ses membres. Si l'on s'intéresse à la mobilité intergénérationnelle, le rôle des parents fournit très souvent une explication très intéressante pour comprendre la mobilité des enfants. La famille peut être à l'origine d'au moins deux stratégies différentes de mobilité sociale. Tout d'abord, une stratégie de mobilité ascendante. Il s'agit en effet, pour les enfants, d'occuper un statut social supérieur aux parents. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les stratégies de socialisation anticipatrice où les parents, qui forment le groupe d'appartenance, visent pour leurs enfants une position sociale plus élevée dans un groupe de référence. La famille va donc viser cette mobilité ascendante pour ses enfants. La deuxième stratégie repose sur le rôle de la reproduction sociale que nous avons vu précédemment. Dans ce sens-là, la famille va faire en sorte que l'enfant ait un statut social aussi élevé que les parents. Pour mener à bien ces différentes stratégies, les familles mobilisent différentes ressources. On peut en distinguer trois. Le capital économique, qui correspond à l'ensemble des ressources économiques de la famille, le revenu, le patrimoine. Le capital social, qui correspond au réseau social de la famille, comme les relations familiales, amicales, professionnelles. Et enfin, le capital culturel que nous avons présenté tout à l'heure. Vous savez tout désormais sur les différents déterminants de la mobilité sociale. Il ne reste plus qu'à appliquer ces notions à votre cours. C'est à vous de jouer.